en cabinet de recrutement et puis qui décide d'aller de se lancer. Absolument. Ouais. En fait, il y a une On va couper. Il est dur celui-là. En fait, il y a plein de cabinets de recrutement différents. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans Parole d'expert. Parole d'expert, c'est un format que l'agence YB, donc agence de production audiovisuelle spécialisée marque employeur, a décidé de mettre en place. Le but, c'est d'apporter de la valeur à nos réseaux sur tous les sujets qui nous intéressent et qui concernent de façon générale la marque employeur. Encore une fois, d'une façon générale. Donc ça peut être du recrutement, ça peut être du marketing RH, de la communication RH et tout ce qui va tourner de près ou de loin à favoriser l'attractivité ou à améliorer vos process de recrutement, etc. Et aujourd'hui, on est très content pour notre premier Parole d'expert d'accueillir Johanna Bouy. Bonjour. Bonjour, qui va un petit peu nous parler de tout ce qu'elle fait sur le volet recrutement et développement des cabinets de recrutement. Donc toi, c'est super spécifique, oui, mine de rien. Et en même temps, c'est full valeur, je pense, pour nos audiences. J'espère. Parce que comme tu le dis, auprès des cabinets de recrutement, toi, tu as une approche ultra 360. Et dans ce 360, ça peut intéresser un petit peu tout le monde et pas que les cabinets. Donc Johanna, on a l'habitude, toi, de te voir plutôt sur LinkedIn, oui, derrière ton ordi. Et maintenant, on te voit en vrai. Donc présente-toi. Bien sûr. Donc, je suis Johanna, je suis la fondatrice de The Workologist, qui est un cabinet de conseil à destination, comme tu l'as dit, des cabinets de recrutement. Et ce que je vais faire, en fait, c'est accompagner les cabinets de recrutement dans le développement de leur performance. Et pour ça, je vais utiliser plusieurs méthodologies, de la formation, du coaching, des ateliers de formation ou de facilitation. Et je vais travailler sur plusieurs compétences. La compétence de base du recruteur, donc savoir recruter, savoir trouver les candidats, savoir les évaluer, mais aussi les compétences qui sont autour de la compétence métier, mais qui sont indispensables aujourd'hui à un recruteur pour fonctionner correctement et un cabinet pour performer, à savoir la partie commerciale et la partie marketing. Ok. Voilà. C'est ce qu'on s'était dit, ouais. Du coup, toi, dans ton spectre de clientèle aujourd'hui, tu as quelle typologie de clients ? Alors moi, j'ai des cabinets de recrutement à plusieurs niveaux en fait, de maturité. J'ai des cabinets de recrutement déjà solo, donc des indépendants tout seuls. J'ai des agences jusqu'à une 50aine de personnes et à plusieurs niveaux de maturité. Donc les cabinets qui viennent de se créer ou qui sont en lancement, ceux qui sont un peu intermédiaires et qui sont à 3-4 ans de vie, on va dire, et puis ceux qui sont là depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire plusieurs décennies, qui sont plutôt en recherche d'optimisation de leur performance et d'innovation dans leurs équipes. Ok, donc en fait, c'est à la fois sur la taille et en même temps sur, entre guillemets, je veux dire l'expérience. C'est-à-dire qu'ils viennent de se lancer ou qu'ils soient là depuis… Absolument, parce que les sujets ne seront pas les mêmes du coup, en fonction de ce stade de développement. C'est ce qui va nous intéresser pour la suite de toute façon. D'abord, de nous expliquer quelles sont les problématiques d'une façon générale que tu peux rencontrer bien sûr, sur les différentes typologies de clients que tu… Alors, ils ont plusieurs typologies de problématiques en fonction de leur développement. Forcément, quand on se lance ou qu'on a 10-15 ans sur la place, on n'a pas les mêmes enjeux. En revanche, il y a des enjeux qui se recoupent, qui sont les mêmes pour tout le monde. Et ces enjeux-là, c'est par exemple la structuration, savoir où on va, établir une roadmap, avoir des objectifs qui sont clairs et savoir comment y aller, qu'on soit tout seul ou en équipe, ça ne changera jamais. D'accord. On a aussi des objectifs commerciaux, il faut trouver des clients, savoir prospecter, savoir se montrer, et puis des enjeux marketing, de positionnement. Quelle position en fait on veut prendre sur le marché, sur l'échiquier aujourd'hui de l'écosystème recrutement, comment est-ce qu'on va se faire voir de nos clients, de nos prospects, de notre cible, et comment est-ce qu'on va apparaître à cette cible comme des experts de notre métier et garantir la confiance en fait. Ok, donc ça typiquement c'est des problématiques, comme tu dis, qui, que tu sois petit cabinet qui vient de démarrer, petit cabinet qui est là depuis longtemps ou inversement, etc., tu retrouves à chaque fois ce type de problématique. Mais comment t'expliques, du coup, parce qu'on le voit, enfin, c'est pas qu'on le voit, mais moi je le vois un petit peu au travers de mon réseau. Et ayant été moi-même en cabinet de recrutement, je connais un petit peu même bien le fonctionnement du cabinet. Comment t'expliques, du coup, qu'il y a des cabinets qui s'en sortent très bien et qu'il y en a d'autres en fait qui crachent, quoi. Qu'est-ce qui, pour toi, fait qu'il y en a un qui va marcher, l'autre qui va pas marcher? Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Oui. Alors déjà, les cabinets de recrutement, c'est un univers qui est très sclérosé. Donc il y a énormément d'acteurs, mais un petit peu atomisés sur le marché et pas forcément très regroupés, qui ne se parlent pas forcément entre eux, même si ça change un petit peu. Quand tu dis les cabinets de recrutement, on est bien d'accord. Ça peut être le petit indépendant jusqu'au très gros cabinet. Absolument. C'est vrai que souvent, pour les petits indépendants, j'ouvre une mini parenthèse, mais on voit quand même des personnes qui ont été en entreprise en tant que recruteur ou en cabinet de recrutement et puis qui décident d'aller de se lancer. Absolument. En fait, il y a une On va couper. Il est dur celui-là.
En fait, il y a plein de cabinets de recrutement différents. On va pas couper du tout. Et les enjeux sont différents. Donc, selon qu'on soit un recruteur finalement qui est travaillé en agence avant ou pas, on va avoir déjà une expérience différente. Mais surtout, ce qui fait la différence entre un cabinet qui va fonctionner et qui va sortir la tête de l'eau, même dans un contexte comme en ce moment, un contexte un petit peu difficile de rétention du marché, de tension du marché, et puis ceux qui, au contraire, vont plutôt avoir des difficultés, c'est précisément la capacité finalement à s'adapter à ce marché qui se tend et qui, par nature, en fait, est un petit peu sinusoïdal. Donc on le sait, en fait, le recrutement, on est prestataire et donc on est très corrélé à comment va le marché. Donc là, actuellement, on revient sur un niveau finalement de fonctionnement comme on a pu connaître avant la bulle, entre guillemets, du recrutement, sur laquelle beaucoup de recruteurs ont surfé. Là, on revient un peu plus à la normale et c'est vrai que ça fait mal à un certain nombre d'acteurs. La différence, ça va être la formation de ces acteurs. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui l'équipement, les armes, pour pouvoir tenir ces vagues, on va dire, vraiment, parce qu'il s'agit de vagues très intenses, à la fois dans l'activité, des baisses et des hausses d'activité, mais aussi émotionnellement, j'ai envie de dire, en termes d'état d'esprit, il faut pouvoir encaisser en fait des activités qui vont de 1 à 0 par exemple. C'est difficile à vivre pour soi en tant que dirigeant, aussi pour les équipes. Donc tout ça, c'est quelque chose de général en fait, pour pouvoir l'aborder. Donc l'équipement dont je parle, c'est est-ce qu'on a une bonne roadmap? Est-ce qu'on a des bons objectifs? Est-ce qu'on a identifié nos leviers et nos points finalement qu'il faut travailler, nos points, nos axes d'amélioration? Est-ce qu'on a en fait, des formations pour aller chercher des clients, par exemple, des formations sur la partie marketing. Est-ce qu'on a des processus qui sont identifiés et qui sont clairs pour pouvoir nous amener vers la performance? Parce que finalement, la rétention d'activité, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité. Alors, juste, si je peux me permettre, je voudrais ouvrir un point qu'on n'avait pas forcément prévu d'évoquer, mais malgré tout, je pense que ça peut être intéressant. Tu viens d'expliquer que on est de retour sur une phase un petit peu, un retour à la normale, en gros, si on peut, en tout cas sur un marché à peu près normal. Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Qu'est-ce qui a fait que, quelle a été cette crise, cette bulle dont tu as parlé? Et l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, qui se sont retrouvés dans cette bulle? Peut-être que ça peut les soulager de… Oui, il y a un certain nombre d'activités en fait, qui ont explosé ces dernières années. Je pense à l'IT, par exemple. Je pense à l'univers des startups qui avait eu un peu un âge d'or quelque part avec des financements très importants qui ont permis en fait un recrutement très important et beaucoup de ressources. Et donc, forcément, ça fait l'âge d'or aussi du cabinet. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'âge d'or, mais en tout cas, ça fait bien évidemment l'intérêt des cabinets. Et lorsque le marché se rétracte, par effet de ricochet, forcément, les prestataires qui travaillent avec ces entreprises-là se rétractent aussi. Et c'est un peu ce qu'on voit en ce moment, puisque finalement, il y a un petit peu un marché qui est un peu plus en tension. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est plutôt un retour à la normale, ce que j'expliquais. D'après moi, on peut avoir évidemment une vision différente, mais d'après moi, il y a un certain retour à la normale qui fait que quand on a mis all-in finalement et qu'on a mis tout ce qu'on avait sur cette bulle, quand cette bulle éclate, ça fait mal. Et ça pose la question du positionnement. Et ça, je pense que c'est un point qui est intéressant, savoir se positionner sur le bon marché. C'est pas gravé non plus dans le marbre. Donc, identifier, je parle pas forcément de niche ici, mais un positionnement, c'est-à-dire le positionnement, c'est la position que je prends sur le marché dans un écosystème donné. Et donc, il faut que ce soit en fonction de plusieurs choses. Et les critères, c'est ce que je sais faire. Forcément, c'est mieux si je suis un petit peu expert de ce que je vais faire. Spécialiste sur les métiers. Oui, c'est ça. Ce que je sais faire, ce que j'aime faire aussi, forcément, et ce dont le marché a besoin. Et parfois, ce dont le marché a besoin, ça va un petit peu changer. Et donc, l'idée, c'est, quand on est entrepreneur et quand on est responsable d'un cabinet de recrutement, d'être en capacité aussi de bouger ses lignes et d'être flexible par rapport à ce qui se passe sur le marché. Mais en fait, quand tu parles de positionnement, ce qui me vient aussi en tête, c'est potentiellement aussi pour un recruteur ou un cabinet de recrutement, un fondateur, peut-être d'éviter, et c'est ça qui est bien, je trouve, dans ta manière d'aborder les choses, il y a le feeling de dire je sens qu'il va y avoir une explosion des besoins en recrutement sur tel secteur, mais il y a aussi les métriques que toi tu vas mettre en place et dire attention Coco, ça peut être aussi une bulle, tu vas peut-être aller te nicher sur un truc, tu vas peut-être te prendre un gros client qui va en fait dans 2 ans ne plus du tout te faire bouffer. Est-ce que toi tu vas plutôt leur dire appuie-toi sur
ces statistiques-là, ces KPI-là. Absolument. En fait, quand on est intelligent, ouais. Je pense que c'est indispensable. On ne peut pas en fait naviguer à vue. C'est pas possible en fait. C'est même un petit peu irresponsable, surtout si on a des équipes. Ouais. Donc en réalité, moi, la façon dont je suggère de travailler, c'est effectivement d'avoir des indicateurs et de piloter ces indicateurs quasiment pas au jour le jour, mais vraiment de façon hyper régulière pour s'assurer finalement que notre vision est la bonne. Je m'explique, quand on est dirigeant de cabinet de recrutement, en fait, on est très souvent tout seul. C'est d'ailleurs un sujet en soi, parce qu'on est tout seul pour décider, on est tout seul pour analyser, on ne sait pas si on prend la bonne décision. C'est extrêmement anxiogène. Et donc, pour s'aider à prendre la bonne décision et mener la barque dans la bonne direction, si on file la métaphore du cap et de la navigation, c'est de savoir sur quoi je m'appuie pour prendre mes décisions. Et donc, avoir les bons indicateurs de soi-même, donc c'est-à-dire comment mon cabinet fonctionne. Fonctionne-t-il? Y a-t-il des goulets d'étranglement? Où sont les cailloux dans la chaussure? Ça, c'est pas au doigt levé, c'est vraiment, au doigt mouillé plutôt, c'est plutôt en analysant vraiment les processus et les indicateurs. Pas besoin d'en avoir 50 000, pas besoin de faire une usine à gaz, mais au moins d'en avoir quelques-uns et de les piloter. Ça permet de se dire, ok, ça c'est bon, je sais faire, je sais aussi où sont les points à améliorer, et je fais la même chose de l'autre côté sur le marché en fait. Comment le marché se comporte? Quels sont les signaux faibles de ce marché? Est-ce que je suis toujours en phase? Et ça va nous aider à piloter, à prendre des décisions, y compris des décisions de positionnement, voire même de niche. Parce que ce qui est intéressant aussi, et notamment en période de crise, c'est la spécialisation sur des sujets assez étroits. On peut parler de niche, donc c'est-à-dire d'une hyper-spécialisation, parce que précisément, on va être un petit peu tout seul dans notre catégorie et, a fortiori, plus identifiable. Il y a des pour, il y a des contre. Et moi, je ne suis pas pour les injonctions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a d'énormes avantages et bénéfices à s'hyper spécialiser, ou à spécialiser tout court d'ailleurs, mais même à se nicher, parce qu'on va travailler finalement de façon très héroïste. On va avoir un certain pool de candidats qui est assez petit, qu'on va très bien connaître, et qu'on va permettre d'avoir la confiance de ces candidats, placés plus facilement, on va dire. On va aussi avoir la confiance et l'identification plus facile sur le marché, puisqu'on va être très peu à faire et très spécialisé. Par contre, j'ai aussi des contre-exemples. J'ai des personnes dans mon entourage professionnel qui sont généralistes et qui fonctionnent très bien. Donc, le sujet est un peu peut-être plus subtil que celui-là, même s'il y a de nombreux bénéfices à la spécialisation, je ne vais pas dire le contraire. C'est aussi ce que je préconise, notamment quand on démarre une activité de recrutement, parce que c'est plus simple, parce que ça permet aussi de simplifier la communication, au lieu de communiquer sur 1, 2, 3, 4 spécialisations, je sais faire ci, mais je sais faire ça aussi. Non, là, on va être plus concentré, donc forcément un peu plus impactant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'inverse, qu'on ne peut pas travailler une communication généraliste, mais ça va être plus périlleux, mais on peut le faire. Tu nous disais tout à l'heure que dans ton spectre, surtout sur le volet formation en tout cas, tout ce que tu peux apporter à tes clients qui est vachement quali. Maintenant, je pense qu'il y a quand même parfois la question qui se pose de mais comment je choisis une bonne formation? Parce que encore là, tu vois, sur LinkedIn, je l'ai vu là cette semaine, une indépendante qui disait voilà, j'ai dépensé tant dans une formation, je me suis fait avoir entre guillemets. Et ça, je sais qu'il y a une grosse crainte. Donc c'est légitime. Comment est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous regarde, quel conseil tu lui donnes pour choisir une bonne formation? Alors, plusieurs points. Déjà, il faut savoir ce qu'on recherche à acquérir comme compétence. Et c'est une question qui est plus difficile qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que très souvent, on identifie mal ou pas du tout son vrai besoin. Donc on se dit, par exemple, moi ce que je voudrais, c'est avoir tel outil, être formé sur ceci, sur cela. En réalité, le véritable besoin, c'est quelque chose d'autre. Plus on identifie de façon précise son besoin, et plus on va choisir de façon précise et intéressante son prestataire derrière de formation. Donc la première chose, c'est de se dire comment est-ce que je pourrais savoir de quoi j'ai besoin, et donc de faire une enquête en interne, avec ces indicateurs, ces processus, de se dire où est-ce que ça coince, en interrogeant ses équipes si on en a, en interrogeant un petit peu peut-être ses clients, ses candidats, en faisant un peu un état des lieux, et en se disant ok, aujourd'hui, mes besoins, mes cailloux dans la chaussure, en tout cas, ce sont ceux-là, et en rapport avec mes objectifs, là où je veux aller avec mon cap, mon manque, il est ici. Mon trou dans la raquette, il est ici. Donc déjà, quand on a fait ce point-là, on a fait, je pense, 50% du travail. Ensuite, c'est la sélection des formateurs et des formations. Donc là, plusieurs choses. Le profil du formateur. Est-ce qu'il a la crédibilité? Est-ce qu'il connaît votre secteur d'activité? Est-ce qu'il a la crédibilité sur la compétence en question? Depuis combien de temps il le fait? Quelle est sa méthode? N'hésitez pas à demander la méthodologie d'andragogie qu'il va utiliser. Qu'est-ce qu'il utilise? Comment il fait? Quels sont les supports? Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a de la pratique? Est-ce qu'il y a du suivi?
Ça, c'est un point qui est trop souvent marginalisé. En réalité, c'est ce qui fait aussi la différence entre une belle formation où le contenu est intéressant, mais où il n'y aura pas de résultats, en fait, et le même contenu où il y aura des résultats. Ce qui fait la différence, ce n'est pas simplement le contenu en lui-même, c'est aussi la capacité à le faire perdurer dans le temps long et donc à le suivre. Donc posez bien la question du suivi. Ensuite, la partie un peu héroïste de la formation. Qu'est-ce que j'attends en tant qu'objectif de cette formation ? Comment je saurais, autrement dit, que la formation a porté ses fruits ? D'accord, ok. Et pas juste, c'était hyper intéressant. Allez, au revoir. Non. Comment est-ce que je vais savoir, je vais identifier que cette formation, elle a porté ses fruits en étant réaliste, c'est-à-dire en ne partant pas non plus trop d'ambition sur la formation. On ne va pas changer tout le cabinet de recrutement avec une formation parce qu'en fait, la responsabilité du changement, elle est portée, et c'est mon dernier point, sur plusieurs personnes. Et donc, bien identifier les personnes qui vont être aussi des relais de cette formation en interne. Donc, on voit qu'en fait, c'est un travail de concert entre le client et le formateur. Et pour bien faire son choix, il faut savoir, je répète, ce qu'on veut, identifier ce qu'on veut, où sont les manques, et aussi se faire un peu violence, parce qu'il y a un point qui est souvent le cas quand on parle de formation, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'on va voir plein de choses sur Internet, notamment sur LinkedIn, des nouvelles formations, des nouveaux concepts, des nouveaux outils, etc. Et ça nous met un peu en anxiété et on a l'impression d'être en retard. On se dit, mais mince, il faut absolument que je fasse ça, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, bah oui, voilà, je vais devoir me former. Et ça peut être un peu une voie de garage. C'est-à-dire que c'est pas intéressant, la formation est probablement très passionnante, c'est pas le sujet, mais je n'en ai pas besoin maintenant. Okay. Donc faites bien attention à ça. Ouais, ok. Bah écoute, avec tout ce que tu viens de nous dire, en tout cas de ce que tu proposes, et tu vois, on parle de KPI, tout ça, on a un petit peu... mais au final, tu réponds un petit peu à la question que j'allais te poser. En off, tout à l'heure, on a discuté, tu as quand même eu de bonnes références, en tout cas de bonnes réussites chez tes clients. Qu'est-ce qui explique que toi, ta méthode, elle marche ? Alors, ma méthodologie, finalement, elle est un peu à l'inverse de ce qu'on peut imaginer d'une formation. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément un programme préétabli que je vais redescendre à tout le monde, à tous mes clients. Je vais faire plutôt le mouvement inverse. C'est-à-dire que je vais aller chez mes clients, je vais auditer ce qui se passe chez mes clients, leur activité, leur personne. Je vais m'entretenir avec les gens, je vais vraiment m'immerger dans leur réalité. C'est très important pour moi, en fait, pour comprendre ce dont il est question et quels sont vraiment leurs besoins. Et surtout, de ne pas imposer ce qui, moi, me paraît intéressant, mais qui ne serait pas vraiment pertinent pour eux. Donc ça, c'est la première étape. Je pars donc des personnes, des dirigeants et aussi de leurs équipes, de leur réalité, pour ensuite construire une formation ou un coaching ou les deux, je peux expliquer la différence, mais en tout cas un véhicule pédagogique qui va permettre d'être au plus près de leurs besoins. Et ça fait toute la différence finalement, puisque je fais tout sur mesure, en d'autres termes, tout adapté, tout personnalisé aux enjeux des personnes. Donc je ne vais pas te former sur quelque chose dont tu n'as pas besoin. Et à l'inverse, je vais aller vraiment de façon hyper précise sur ce dont tu as besoin. Et ensuite, ce qui fait la spécificité de ma démarche, c'est coupler finalement la partie de formation avec la partie de coaching. Donc la formation, c'est faire en sorte que tu acquières une compétence en sortant. Voilà. Le coaching, c'est faire en sorte que tu te transformes et que tu, sur le temps long, puisses mettre en place quelque chose de nouveau. On comprend bien que c'est très intéressant à coupler, finalement, les deux démarches. Et c'est ce que je fais. Donc, j'ai une certification en coaching, je suis une vraie coach, entre guillemets, et je fais de la formation depuis un certain nombre de temps. Et donc, l'idée, c'est de coupler les deux pour avoir finalement, dans la façon de travailler, quelque chose d'hyper actionnable, d'hyper concret. Dans la façon dont j'ai de faire de la pédagogie, de l'andragogie plutôt, et dans la manière que j'ai de travailler avec mes clients, c'est que je vais faire tout petit peu de théorie, mais alors vraiment tout petit peu, énormément de pratique, où je vais mettre en place les solutions que je préconise avec mes clients, et sur le temps long. Donc en les suivant sur le temps long, pas juste quelques heures, mais vraiment pour être sûr que c'est fait en fait, que vraiment la compétence est acquise et couronnée de succès. Ok, bah écoute, ta transition elle est parfaite, puisque tu me parles de théorie et de pratique, et d'opérationnel. Quand j'étais en cabinet de recrutement, moi je me souviens que quand même il y a un gros volet acquisition, acquisition de clients. Tu me parlais tout à l'heure justement de tout ce qui était marketing et sales. Est-ce que tu peux justement, j'aimerais rentrer un peu dans ce volet-là, acquisition et ton approche un peu all-bound. Est-ce que tu peux nous en parler d'abord sur le volet outbound et ensuite inbound? Ça nous intéresse beaucoup, effectivement, pour nous qui sommes créateurs de contenu. Forcément. Alors, beaucoup d'anglicismes, peut-être redire un petit peu les termes. On précise. Alors, vas-y. Pas de souci. L'inbound, c'est c'est le fait d'attirer à soi sa cible. Donc, finalement, en créant du contenu, par exemple, il y a d'autres moyens, mais c'est essentiellement en créant du contenu, on va attirer à soi ses prospects.
Et l'inverse, l'outbound ou l'outreach, on peut entendre aussi, c'est le fait d'aller voir ses prospects et donc de prospecter. Voilà. Donc pour moi, les deux ne sont pas opposés, au contraire, sont très complémentaires. Et d'après moi, ils se nourrissent l'un l'autre. Je m'explique. Quand on dirige un cabinet de recrutement, mais c'est vrai pour toutes les entreprises en réalité, on a besoin de clients, forcément. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir de quels clients on a besoin. Donc ça, c'est la partie vraiment d'outbound. On identifie nos cibles, on apprend à aller vers elles, à les démarcher, à les prospecter, à les identifier, puis à communiquer avec elles. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Lorsqu'on va faire ça, qu'on va par exemple appeler notre prospect ou le voir dans un événement, par exemple, ce prospect-là, très probablement, qui va regarder ce qu'on fait en ligne. Puisqu'aujourd'hui, on est quand même aussi dans un univers digital à très large partie. Et donc, ce qui est intéressant dans l'inbound, c'est pas seulement d'attirer à soi des clients, c'est aussi que ça vient renforcer notre marque. Puisque quand la personne va s'intéresser à nous, elle va regarder ce qu'on fait en ligne, elle va regarder notre contenu, elle va se dire « Ah oui, tiens, d'ailleurs, il fait ça, elle fait ça. Ah, je me fais une idée plus précise de sa personnalité, de sa façon de travailler. » Et donc, ça va renforcer notre message commercial. Et inversement. C'est ce que j'allais te dire, c'est une autre boucle. C'est une boucle, c'est complètement une boucle. L'inbound peut alimenter aussi ta façon d'aller faire de l'outbound. Et c'est ce que j'allais dire. L'autre bout du geste de la boucle, finalement, c'est que je crée du contenu, mais je ne crée pas juste du contenu parce que je suis écrivain. Je ne suis pas écrivain, d'ailleurs. Je suis créateur de contenu. J'utilise la création de contenu dans mon business, qui n'est pas la même chose que être influenceur, par exemple. C'est plutôt l'idée de se dire, grâce à ma création de contenu, on se fait une idée de ce que je fais, de qui je suis, on crée une connexion avec son audience, on crée une audience avant tout. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que le temps entre l'inbound et l'outbound n'est pas le même, puisqu'il est plus direct dans l'outbound et il est plus long, on va dire, dans l'autre. Mais par contre, in fine, l'objectif, c'est de dérouler vers un rendez-vous prospect. Donc, on voit bien que c'est une boucle vertueuse. Tout à fait, ouais, bien sûr. Et l'un nourrit l'autre. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que dans les deux cas, il faut de l'organisation. Ouais. Dans les deux cas, il faut mettre en place une stratégie et pas y aller juste comme ça, tiens, je vais faire des posts ou je vais appeler mon prospect comme ça, sans préparation. Ça, je ne conseille pas trop de le faire parce qu'on va le faire une fois ou deux et après, on va être un peu déçu des résultats si on y va un petit peu comme ça, la fleur au fusil. Et on ne va plus le faire. Et c'est ce qu'il y a de pire qui peut arriver, c'est finalement de se décourager. Non, mais c'est ce que tu dis. Donc, d'avoir une stratégie, finalement, permet... c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, mais côté accompagnement cabinet. C'est-à-dire que tu leur donnes des KPI, une ligne, et puis après, ils doivent s'y tenir, si tu veux. Et pour la stratégie de contenu, alors j'imagine que tu fais exactement la même chose, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la stratégie que tu appliques d'abord que tu demandes à tes clients d'appliquer? Oui, alors déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on est recruteur, on travaille un petit peu en double, c'est-à-dire qu'on va vouloir chercher des clients d'un côté et chercher des candidats de l'autre. Et des fois, ça, c'est un peu compliqué à gérer en communication. Donc ça, c'est une des premières problématiques qu'ils ont. La deuxième problématique, c'est que, comme beaucoup, on n'a pas que ça à faire, d'écrire du contenu, puisqu'on est recruteur. Donc on a déjà un métier. Notre métier, c'est pas l'écriture. En revanche, ce serait quand même vachement dommage de manquer en fait cette marche-là et de se priver du levier du digital, puisque ça va quand même être un ressort intéressant pour les deux, pour trouver des clients d'un côté et trouver des candidats de l'autre. Donc la première façon de répondre à ta question, c'est déjà d'identifier ses objectifs. Pourquoi est-ce que je veux écrire sur LinkedIn ou ailleurs? En tout cas, pourquoi je veux avoir une stratégie de contenu? Et qu'est-ce que j'en attends au-delà de avoir des clients, avoir des candidats? On se doute bien que c'est un objectif peut-être un petit peu flou. Donc comment est-ce que je peux avoir quelque chose de plus précis et travailler en fonction de ça? Ensuite, travailler différents niveaux de contenu, puisque tous les contenus qu'on va mettre en place n'ont pas les mêmes objectifs, ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Certains sont plutôt pour nous faire connaître, pour expliquer ce qu'on fait. D'autres sont plutôt pour donner confiance et incarner un peu qui on est, parce que finalement, quand on travaille avec des personnes, qu'on soit un client, qu'on soit un candidat, on a besoin de faire confiance à la personne. On a besoin de faire confiance à la personne qui va peut-être nous représenter derrière quand on est candidat ou à la personne à qui on va donner notre argent quand on est client. Donc cette confiance, elle s'acquiert par un certain nombre de contenus qui va la générer. Et enfin, la dernière chose, c'est évidemment des contenus qui sont plus à visée commerciale à proprement parler, donc vraiment qui visent la conversion, et là qui vont aller vers plutôt du rendez-vous.
Je vois que tu as évité, pour ne pas faire peur à notre audience, de parler de tofu, mofu, bofu. Oui, je ne suis pas fan de cette appellation parce que, on ne la comprend pas trop. Mais en gros, on ne la comprend pas trop, mais moi, je la trouve quand même assez une fois que tu as pigé le truc, une fois que tu as pigé ce que ça voulait dire et la méthode entonnoir qu'elle propose, moi, je la trouve géniale. Peut-être pour expliquer justement, on considère que finalement, lorsqu'on va créer du contenu et lorsqu'on vise des prospects, c'est pareil d'ailleurs pour les candidats, on rentre dans ce qu'on appelle un tunnel de conversion. Tout à fait, donc, du prospect froid qui ne nous connaît pas du tout, il ne sait pas qui on est, jusqu'au prospect chaud, c'est-à-dire celui qui veut travailler avec nous. Et entre les deux, il y a des étapes. Et ces étapes-là, elles méritent en fait que nous, on les accompagne. Tout au long du processus, la personne va se poser différentes questions. C'est qui celui-là, d'abord? Et puis ensuite, pourquoi je devrais lui faire confiance? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qui me dit qu'il est mieux que les autres? Et ainsi de suite. Donc en fait, on va essayer de travailler des contenus en fonction du niveau dans lequel il avance dans le tunnel de conversion. Donc tofu, top of the funnel, mofu, middle et ensuite bottom of the funnel, c'est des acronymes pour dire en fait des contenus de découvrabilité d'abord, pour savoir qui on est et se faire connaître des images. Ensuite, plutôt pour incarner et donner de la confiance. Donc là, on est plutôt dans le middle du funnel, si on peut en parler en anglicisme, mais en tout cas sur le milieu du tunnel de conversion, où là, on a besoin en fait de faire confiance. Et ensuite, sur la conversion à proprement parler, donc vraiment la toute petite partie à la fin qui ne va pas concerner le même nombre de personnes. Bien sûr, sur le nombre de lecteurs qu'on va avoir, tout le monde ne va pas acheter notre prestation. Donc c'est beaucoup plus étroit. Merci en tout cas de nous avoir expliqué ce que tu mets en place en termes de stratégie, de contenu pour tes clients. Très clair, avoir des objectifs, savoir à qui on s'adresse. Oui. Encore une fois, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi je t'ai connu justement grâce à ton contenu. Tu es quand même assez suivi sur LinkedIn, tu as du monde qui te suit et surtout je pense que tu as une communauté qui est très... qui se retrouve beaucoup dans la valeur que toi tu partages, dans les conseils que toi tu partages. S'ils te suivent, c'est parce qu'ils y trouvent des réponses. Est-ce que toi, tu suis pour ton contenu, pour ta stratégie de contenu, les mêmes KPI, la même méthode que ce que tu préconises à tes clients? Oui, absolument. La première chose que je mets en place pour ma propre stratégie, c'est d'abord d'identifier des objectifs qui soient précis et une stratégie qui soit précise. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas écrire sur tous les sujets qui m'intéressent. C'est très intéressant, j'aime bien écrire, certes, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus stratégique. Donc c'est le premier conseil que je pourrais donner, c'est celui-ci, c'est faire la différence entre des contenus et des sujets intéressants, des sujets qui servent mon propos en fait, ma stratégie. La deuxième chose, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la notion de communauté. On devrait d'abord créer du contenu dans un but qui n'est pas un but naïf, malgré ce que l'on peut dire, mais qui a un but d'adhésion de la communauté, de création de communauté. Et pour ça, ça veut dire créer de la valeur, des choses qui sont utiles aux gens, qu'ils ont envie de lire, qui correspondent à des moments de vie ou à des points de douleur qu'ils rencontrent, et non pas créer uniquement dans un objectif de marketing. Sinon, on va avoir en fait un contenu un petit peu trop commercial. Personne n'a envie de lire ça en fait. On en voit. Personne n'a envie du panneau publicitaire en permanence. On n'a pas envie de le lire et c'est pas très intéressant non plus à écrire en réalité. Donc le deuxième conseil que je peux donner, c'est celui-ci. Écrivez du contenu que vous aimeriez lire vous-même, c'est-à-dire qui est important, qui est intéressant, qui apporte quelque chose, que ce soit pédagogique, que ce soit un débat, que ce soit une analyse, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui donne une petite pierre à l'édifice, et intéressez-vous aux gens. Parce que la notion de communauté, finalement, elle est fondamentale. Elle permet aussi d'être en contact avec son marché en permanence, donc il ne suffit pas juste d'être suivi. Être suivi, en soi, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on connaît les gens qui nous suivent, est-ce qu'on leur parle, est-ce qu'on leur pose des questions, est-ce qu'on discute en message. Ça, c'est intéressant parce que ça va nous mettre en contact direct et incarner directement notre message. Et c'est le troisième point. Le point, c'est incarner un message qui soit fort. Faut savoir ce qu'on a à dire, en fait, quelque part, identifier les messages clés ou le message clé qu'on a envie de porter. Et enfin, le dernier conseil, c'est l'organisation. Donc, c'est de mettre en place une organisation qui nous corresponde. Donc ça nécessite de se connaître un petit peu. Moi, par exemple, pour parler de la façon dont je travaille, c'est que je vais avoir un peu ce que j'appelle une usine à contenu. Donc, me dire, tiens, ça m'inspire, ça m'inspire, ça m'inspire. Commencer à écrire des choses, mais je ne vais pas tout publier. Parce que, encore une fois, tout n'est pas intéressant. Même si moi, je trouve que c'est intéressant, tout n'est pas intéressant pour les gens. Tu disais, stratégiquement, il vaut mieux s'adresser à un sujet, quoi. Et puis surtout, il ne faut pas se parler à soi-même.
Ouais. L'objectif, c'est pas de m'intéresser moi-même. L'objectif, c'est d'intéresser les gens qui me lisent. Donc, c'est pas la même chose. Donc, certes, il y a plein de choses qui me paraissent intéressantes, mais tout n'est pas stratégique. Et en plus de ça, c'est de se dire, j'ai plein de choses qui m'intéressent aussi à écrire, mais ça prend du temps. Donc, moi, j'écris en bloc. Donc, j'ai des choses qui m'inspirent. Je vais me prendre des notes dans mon téléphone, je vais prendre des notes sur mon ordinateur. Et puis ensuite, je vais avoir du temps d'écriture où je vais écrire plein de posts. Voilà, un peu en masse comme ça. J'aime bien le time blocking, donc vraiment bloquer du temps spécifiquement pour une tâche. Et ensuite, je vais revenir dessus, les relire une fois ou deux. Et quand je suis satisfaite, ils vont aller en publication. Mais j'écris toujours 1 à 2 mois à l'avance mes contenus. Donc j'ai un peu des blocs. Tout le monde ne fait pas comme ça. Et on n'est pas obligé de faire comme ça pour que ça fonctionne. Je pense quand même que les gros créateurs de contenu, surtout sur LinkedIn, parce que là on parle plutôt de LinkedIn. Il y a de tout, honnêtement, tu serais surpris. Alors c'est vrai que moi je suis très spontané. C'est-à-dire que je me lève le matin. C'est ça. J'avais déjà une idée d'un sujet sur lequel moi je travaille qui m'a intéressé. Et je sais que vers... non, enfin pas le matin, mais je sais qu'il doit sortir vers 7h30, 8h à peu près. Je me dis, bon, la veille, tac, avant d'aller dormir, tiens, je vais l'écrire. Et il part la veille, il part le lendemain. Moi, je trouve ça un peu dangereux. Ouais, je sais que plein de personnes travaillent comme ça. En fait, le message que je veux porter, c'est celui-ci, c'est faites ce qui vous correspond à vous et que vous savez tenir dans la durée. Ouais, bien sûr. Parce que c'est pas le tout de s'enflammer, faire 10 contenus d'un coup et puis après plus rien. Ça, c'est le pire qu'on puisse faire. Donc, la clé, c'est la régularité et donc trouver d'abord ce qui vous convient à vous et à votre agenda. Par contre, moi, je crois pas trop à la motivation. C'est-à-dire que la motivation, elle n'est jamais constante. C'est comme la salle de sport. On est très très motivé la salle de sport le 1er janvier et puis bizarrement le 30 janvier il n'y a plus personne. Donc la création de contenu c'est la même chose, surtout qu'on est sur une compétence que généralement on ne maîtrise pas, qui n'est pas une compétence métier de cœur et qu'en plus c'est pas notre métier à proprement parler. Donc la motivation à le faire quand même, elle peut être assez faible et en tout cas elle peut être assez irrégulière. C'est pour ça que la discipline, en tout cas l'organisation qu'on va se mettre autour de ça, c'est clé. C'est toujours l'éternel motivation vs discipline. Mais bon, la discipline l'emporte toujours. Mais c'est pas un gros mot, discipline. Pas du tout. Et en fait, on n'a pas besoin de se mettre une usine à gaz en place. On n'est pas obligé de faire des contenus 2 mois à l'avance comme je fais. C'est pas du tout obligé. Par contre, s'astreindre à des moments d'écriture, et c'est ce que je fais avec mes clients, et c'est ce qui fait que ça marche, c'est qu'ils ont mis dans leur agenda après, et je veille à ce qu'ils le fassent vraiment, coaching. Des points d'écriture tout seul ou avec leurs équipes quand ils écrivent en équipe par exemple, pour que justement ce soit tenu dans le temps long. Voilà, tu me parles d'écriture, mais nous tu sais quand même qu'on fait de la vidéo. Donc la vidéo dans tout ça, est-ce qu'elle a une place? Elle a complètement une place parce que c'est aujourd'hui un format qui est hyper intéressant à plusieurs points de vue. Déjà c'est un format qui permet une proximité, une immersion et une incarnation des personnes. Malgré tout, que pourra pas permettre l'écrit en fait, le 2D versus le 3D, donc c'est quand même hyper intéressant de ce point de vue-là. C'est comme tout format, c'est pas le format qui compte, c'est ce qu'on veut en dire et comment on l'utilise en fait. Et donc c'est bien réfléchir à la façon dont on veut travailler la vidéo pour qu'elle serve notre propos et c'est pas une fin en soi. Comme un post LinkedIn n'est pas une fin en soi non plus. Donc bien réfléchir à ce sujet-là, pour moi, elle a complètement sa place dans une logique d'attraction. Attraction de candidats, attraction de clients, les deux. Dans une logique d'incarnation, donc là on sera plutôt sur du personal branding par exemple, ou du branding tout court d'ailleurs, sur montrer les coulisses, incarner un peu qui on est. Plus personne aujourd'hui, je pense, n'a envie d'une marque un peu vide, un peu trop commerciale. On a envie de savoir quels sont les hommes et les femmes qui sont derrière ces marques, derrière ces entreprises finalement. Et en ça, c'est très intéressant. Et ça peut aussi avoir un intérêt très intéressant en interne des entreprises, pour justement incarner les différents métiers, par exemple les différentes personnes, ou les processus. Moi, mon travail, c'est beaucoup la structuration de processus, et c'est comment on améliore les compétences et les performances par rapport à ces processus, et ça peut faire un petit peu peur. Si on l'accompagne avec des formats pédagogiques, notamment la vidéo, qui permettent justement d'avoir des contenus plus sympas, plus ludiques à consommer, je pense qu'on a un peu gagné aussi le combat. Mais alors attends, là tu parles de vidéos qui rendraient plus ludique la mise en place de process. Là tu parles vraiment chez tes clients, c'est-à-dire par exemple les cabinets de recrutement, admettons, les process que tu vas mettre en place chez eux, c'est quelque chose que tu pourrais, c'est quelque chose que tu recommanderais chez eux quoi, Par exemple, oui. Ils peuvent très bien utiliser les vidéos dans des objectifs, par exemple, d'intégration d'un nouveau collaborateur. Ils peuvent aussi l'utiliser pour leurs propres clients, c'est-à-dire le recommander pour leurs propres clients. Justement, c'est un point sur lequel je voulais qu'on rebondisse. De plus en plus, nous, on s'intéresse à la prescription. Oui. Forcément, c'est un moyen d'acquisition dont on n'a pas parlé, mais qui est très efficace.
Pour nous, l'idée, c'est de dire, voilà, il y a des cabinets. Alors, je sais que toi, tu es vraiment focus cabinet de recrutement. Oui. Nous, on va plutôt s'adresser à des cabinets de conseil, conseil RH, conseil en marque employeur, etc. Et on se dit, est-ce que ce ne serait pas aussi, mais en fait, on sait que c'est une bonne idée, Quelle serait la réponse? Ouais. Non, mais on sait que c'est une bonne idée, mais pour notre cible à nous, c'est-à-dire les cabinets de conseil en marque employeur. Ils ont des clients, ils les accompagnent sur la stratégie et derrière, ils leur poussent les vidéos. Est-ce que toi, tu conseillerais à tes clients cabinets de recrutement de pousser la vidéo chez leurs clients? Tu viens de répondre. Absolument. Alors, le point d'un cabinet de recrutement, c'est que s'il veut perdurer, tu me posais la question de qu'est-ce qui fait la différence entre un cabinet qui perdure et un qui ne perdure pas, un élément de réponse, c'est la capacité à se positionner comme un partenaire de confiance et un conseil pour les clients. C'est-à-dire qu'on a deux façons d'envisager le métier, mais si on est perçu par le client comme un distributeur de CV, on ne va pas survivre longtemps et surtout, on va être en compétition avec à peu près tout le monde. Si on se positionne comme un conseil, comme quelqu'un qui délivre en fait une prestation complète, là, quelque part, on a aussi beaucoup plus la confiance des clients. Et cette notion de conseil, elle va aussi sur la marque recruteur. C'est-à-dire que quand on est cabinet de recrutement, forcément, on va chercher des candidats pour notre client. Donc, on porte sa marque, on incarne sa marque. Et en ça, si on a une marque recruteur du client qui est trop faible, ou en tout cas qui a des sujets d'amélioration, on est complètement légitime pour moi à faire du conseil sur ce sujet-là, ou en tout cas à prescrire des personnes qui pourraient le faire. Donc oui, absolument, aujourd'hui les cabinets de recrutement, d'après moi, ils devraient aussi avoir cette option, ou en tout cas cette vision de comment est-ce que vous pourriez améliorer, monsieur le client, votre marque recruteur? Parce que moi, ça va aider mon propre travail, mais aussi parce que dans un autre sens, je vais vous donner du conseil et de la prescription pour améliorer ce que vous faites. Mais t'as pas peur justement que, on va finir là-dessus, mais t'as pas peur que le fait de dire à un client cabinet de recrutement, de lui-même dire à son client, monsieur le client, écoutez, là c'est vrai que votre marque recruteur, en interne, on sait qu'elle est bien vécue, etc., mais à l'externe, personne ne la connaît. Ce serait bien de créer un petit peu de contenu. Est-ce que t'as pas peur que le client final, le client de ton client, dise, bah ok, je le fais, mais à partir de là, si j'ai des candidats qui rentrent grâce à ma vidéo, j'ai plus besoin de vous, quoi. Non, parce que le métier du cabinet de recrutement, c'est pas seulement l'attraction de candidats. Okay. Donc, au contraire, en fait, et le travail du cabinet de recrutement, c'est de travailler de concert et non pas en compétition avec son client. Donc, l'idée, c'est justement d'avoir une vision globale des choses et d'accompagner de manière 360, holistique, le travail d'attraction et d'évaluation. Puisque je rappelle que le cabinet de recrutement, ce qu'il va faire, c'est, oui, une partie d'attraction et de sourcing, mais aussi et surtout d'évaluation, de matching avec les besoins et d'accompagnement derrière, de suivi de la période d'essai, etc. Donc, il a une compétence qui est globale. Et plus il va être en apport de compétences et d'expertise auprès de son client, plus il va renforcer sa posture d'expert lui-même et plus il va perdurer, d'après moi. Donc, non, au contraire. Eh bien, c'était hyper intéressant. Nous, ça nous a apporté quand même beaucoup de réponses. Donc, merci beaucoup, Johanna. Mais avec plaisir. Merci pour l'invitation. D'avoir participé à ce premier Parole d'expert. Oui. Et il nous tarde que vous voyez ça sur les réseaux. Merci beaucoup. À bientôt.